Allô, c'est Camille, bienvenue dans le podcast 5 à 7 RH, le podcast qui dit des trucs, mais pas n'importe quel truc, puisque nous allons parler entreprise et particulièrement des relations humaines dans la sphère professionnelle. Dans ce podcast, je vais vous apporter des outils pratiques que vous pourrez utiliser dans le monde du travail, que vous soyez salarié, auto-entrepreneur, dirigeant d'entreprise, RH, manager ou tout simplement curieux, ce podcast s'adresse à vous. Alors, bienvenue et bonne écoute. Saviez-vous que près d'une femme sur 3 a été confrontée à au moins une situation de harcèlement sexuel sur son lieu de travail? Ce qui veut dire que si vous avez une mère, une sœur ou une compagne, statistiquement, il y en a une des 3 qui subit du harcèlement sexuel. Alors, c'est plus difficile de trouver des chiffres sur des hommes, mais eux aussi sont touchés. Et là, je n'ai parlé que du harcèlement sexuel, mais il existe aussi d'autres formes de harcèlement sur le lieu de travail. Alors ne vous en faites pas, cet épisode ne se veut pas dramatique. Mon but c'est juste de vous transmettre les clés pour comprendre à quel moment on rentre dans du harcèlement. Qu'est-ce qu'on peut faire lorsqu'on en est victime? Vers qui est-ce qu'on peut se tourner? Mais aussi de vous parler du rôle de l'entreprise, des actions qu'elle peut mener pour que le lieu de travail soit un lieu sécuritaire et sain pour tous. On va commencer cette première partie ensemble en définissant ce qu'est le harcèlement moral ou harcèlement psychologique au Québec. Il me semble vraiment important d'expliquer ce que c'est avant de vous donner les clés pour pas que vous finissiez l'écoute de cet épisode en ayant encore quelques idées reçues sur le harcèlement. Car oui, il y en a beaucoup d'ailleurs des idées reçues et c'est comme ça qu'on se retrouve parfois à être face à une ou un harceleur qui ne se rend même pas du tout compte en fait qu'il en est un. Ou une, du coup. On va y revenir sur cet harceleur, mais d'abord, définition. Alors, le harcèlement moral, qu'est-ce que c'est exactement? Au départ, je voulais vous donner une définition et vous expliquer en détail ce que nous dit la loi sur le sujet, mais je vais sûrement inviter un avocat en droit du travail pour qu'il ou qu'elle nous donne plus d'éléments sur le sujet, sur les recours qu'on peut faire en justice, sur les limites de la loi, etc. Par contre, ce que je vais faire maintenant, c'est vous donner les points à retenir pour comprendre ce qu'est le harcèlement au travail. En commençant par vous dire que le harcèlement moral ou psychologique n'est pas limité à un caractère subordonné, ce qui veut dire en fait qu'un supérieur peut aussi être harcelé par un salarié. Ce serait en fait réducteur de penser que le harcèlement au travail vient uniquement de la hiérarchie. Ensuite, il faut savoir qu'il y a harcèlement quand ça se reproduit dans la durée. Ce qui veut dire que si une personne manifeste des paroles, des gestes, des comportements répétés qui sont non désirés et qui portent atteinte à votre dignité, qui vous causent une souffrance psychologique ou physique, il y a harcèlement. Et cela sans même qu'il n'y ait nécessairement une intention de nuire. Et oui, on peut être un harceleur sans avoir voulu nuire spécifiquement à une personne et parfois on n'en a même pas conscience. Je me rappelle d'ailleurs d'une de mes interventions où la personne que j'avais convoquée ne comprenait pas ce qu'elle avait fait. Le manager ne s'entendait plus avec un membre de son équipe et il avait décidé de l'ignorer complètement. Le matin, il disait bonjour à tout le monde, sauf à une personne qu'on va appeler Georges. Alors, lors de ces réunions, il donnait des tâches à faire à tout le monde, sauf à Georges, à qui il disait souvent « Toi, tu sais mieux que tout le monde, donc tu vas bien pouvoir trouver quelque chose à faire. » Et à chaque fois que Georges essayait d'argumenter, de dire quelque chose, son manager l'interrompait. Bref, Georges a subi comme ça de nombreuses remarques désobligeantes pendant plusieurs mois jusqu'à ce qu'il ose en fait en parler. Et le manager en question a donc été convoqué, mais pour lui, il n'y avait pas de harcèlement. Le harcèlement pour lui, c'était des insultes, des menaces physiques ou une agression, mais pas plus. Sauf que le harcèlement, ça passe aussi par le fait d'empêcher une personne de s'exprimer et aussi d'ailleurs, de la discréditer, par exemple en ne lui attribuant plus aucune tâche, comme l'a fait en fait le manager de Georges. Ça passe aussi par le fait de déstabiliser une personne, en se moquant d'elle, de ses points faibles par exemple, ou de sa tenue, mais aussi en répandant des rumeurs, en l'humiliant, en faisant tout pour mettre la personne en situation d'échec. Ce que je veux vous dire en fait par tous ces exemples, c'est que le harcèlement au travail se manifeste lorsqu'une personne porte atteinte moralement à une autre par son comportement sans qu'il n'y ait nécessairement intention de nuire. Ainsi, tout geste qui a pour effet la dégradation des conditions de travail peut être considéré comme du harcèlement. Alors,
Avant d'écrire ce sujet, j'ai fait appel à mon réseau sur LinkedIn pour savoir ce que les personnes, ou peut-être vous, qui m'écoutez, avaient envie de voir abordé dans l'épisode. Et l'une des personnes m'a demandé, est-ce qu'il y a des gens qui sont plus sensibles au harcèlement? Car parfois, ça donne un peu l'impression qu'on ne peut plus rien dire. On ne peut pas dire quand le travail n'est pas bien fait, sinon la personne va se vexer, ou on ne peut même plus faire de blagues, sinon il y a des gens qui vont se sentir exclus, etc. C'est aussi une question qu'on me pose très souvent lors de mes formations, et il faut savoir que même si on met par exemple une politique de prévention sur le harcèlement en entreprise, ou que le harcèlement est encadré par la loi, ça ne veut pas dire que d'un coup on ne peut plus rien dire, non, et même heureusement je dirais. Par exemple, le conflit en milieu de travail ne constitue pas en soi du harcèlement, mais il pourrait, attention, il pourrait le devenir si aucune mesure n'est prise pour le régler. Concernant les facteurs individuels, on peut réellement tous un jour être victime d'harcèlement. Et cela, qu'importe notre sexe, notre âge, notre métier. C'est une idée reçue de penser qu'il y a des personnes qui sont plus sensibles que d'autres au harcèlement, que ce sont des personnes faibles ou encore fragiles qui sont concernées. C'est le contexte qui va rendre la personne vulnérable. Et comme c'est le contexte qui va rendre la personne vulnérable, on va voir dans cette deuxième partie qu'est-ce qui favorise le harcèlement au travail. Est-ce qu'il y a des cultures d'entreprise ou des styles de management qui contribuent au harcèlement au travail? Mais aussi, qu'est-ce qu'on peut faire? Comment est-ce qu'on peut intervenir lorsqu'on est un collègue de travail, qu'on est manager ou RH, ou lorsqu'on remarque une situation abusive? Y a-t-il des organisations qui favorisent le harcèlement au travail? C'est vrai que c'est presque bizarre en fait de se poser cette question. Qui voudrait une organisation qui favorise le harcèlement au travail? Et pourtant, sans même vous en rendre compte, vous pouvez avoir une culture d'entreprise qui crée des harceleurs. Comment? Par l'existence de facteurs de risque organisationnels. Je m'explique. Le harcèlement au travail fait partie des risques psychosociaux. Mais avant que ce risque ne se produise, il y a des éléments, des causes qui vont favoriser l'apparition de ces risques. Pour le harcèlement au travail, ces causes peuvent être multiples. Par exemple, avoir un faible soutien social avec les collègues peut favoriser l'apparition du harcèlement au travail. Le fait d'avoir une politique du chacun pour soi, avec une absence de collaboration et d'entraide, peut favoriser des conflits interpersonnels. Et si ces conflits ne sont pas gérés, cela pourrait se transformer en harcèlement au travail. Autre chose, un faible soutien social du supérieur peut aussi favoriser le harcèlement au travail. Alors, par exemple, si vous avez un manager qui est très peu disponible, qui n'a pas le temps de faire des feedbacks, de passer du temps avec son équipe pour comprendre ce qui ne va pas, mais aussi ce qui va, ça peut être un des éléments qui va causer le harcèlement au travail, d'autant plus si les actes d'incivilité sont ignorés. Et imaginez maintenant que vous ayez les deux, un faible soutien social de vos collègues et de votre supérieur. Alors, qu'est-ce qui va se créer d'après vous? Une organisation où personne n'osera dénoncer les actes de violence et d'incivilité, et une victime qui va se retrouver seule et isolée. On va donc se retrouver avec une culture organisationnelle qui va normaliser ou banaliser la violence ou les incivilités. Il y a d'autres risques qui favorisent l'apparition du harcèlement au travail. Je vous ai mis un lien en description pour que vous puissiez en apprendre un peu plus. En tout cas, sachez que l'organisation peut faire quelque chose pour ne pas constituer des milieux où le harcèlement psychologique peut faire son nid. Vous pouvez par exemple faire de la prévention sur le harcèlement psychologique afin de casser toutes les idées reçues que les collaborateurs de l'entreprise peuvent avoir. Ce sera déjà un premier pas, c'est bien, mais ce n'est pas suffisant. Vous pouvez aussi mettre en place une politique efficace pour prévenir le harcèlement et insérer dans cette politique le fait que les plaintes soient traitées rapidement avec un suivi réaliste. L'autre chose qui pourrait vous aider, c'est de condamner le comportement inadéquat sans dénigrer la personne. Alors, je m'explique. Si un jour vous convoquez une personne suite à des actes de harcèlement, il sera important de rendre la personne lucide par rapport aux émotions qu'elle provoque. Insister sur son comportement et non sur sa personne. Comme je le disais dans la première partie, on ne se rend pas toujours compte qu'on est harceleur. Et enfin, dernier point, et l'un des plus efficaces d'après moi, c'est d'éliminer le risque à la source en analysant les risques psychosociaux de l'entreprise, par exemple. Car le harcèlement au travail a de vraies conséquences pour la victime, pour l'entreprise, mais aussi pour les témoins. Et justement, en parlant de témoins, on ne parle pas très souvent d'eux. Quand un témoin, par exemple, voit un acte de harcèlement au travail, cela, ça a un impact en fait sur son stress, sur sa motivation au travail, sur sa santé mentale. Et le harcèlement ne se joue pas juste entre un harceleur et un harcelé. Les collègues témoins jouent aussi un rôle puisque leur attitude vient renforcer le processus de harcèlement.
Je sais que ce n'est pas toujours évident de dénoncer et qu'on peut avoir peur des représailles, mais vous avez plusieurs moyens d'intervenir sans forcément faire affront au harceleur. Vous pouvez par exemple proposer votre soutien à la victime et si un jour elle se fait porter plainte, vous pouvez lui proposer de témoigner. Et une autre astuce pour pouvoir dénoncer, c'est de créer une diversion. Je me rappelle d'une vidéo que j'ai vue il y a plusieurs années où deux personnes étaient en train de s'insulter dans un métro et commençaient à se battre. Une personne qu'on appelle maintenant Snackman a sorti son paquet de chips, il s'est mis entre les deux personnes et il a commencé à manger ses chips comme ça, sans rien dire. Et juste en faisant cela, il a réussi à calmer la situation. Si vous voulez voir la vidéo, je vous l'ai aussi ajoutée dans les liens. Alors là, on est en face d'un cas de violence physique, mais ça peut être pareil pour de la violence verbale ou d'autres comportements. Vous pouvez vous y opposer. Et vous pouvez aussi, bien sûr, dénoncer les actes de harcèlement directement à l'employeur. Car en donnant votre version des faits, vous pouvez en tant que témoin empêcher l'escalade du conflit et aider à y mettre fin. Dénoncer le harcèlement au travail, ça ne doit pas reposer seulement sur les victimes. Ça devrait être la responsabilité de tout le monde de le prévenir, de le dénoncer. D'autant plus qu'il est très difficile pour le ou la harcelé de dénoncer, surtout que cette personne elle va se blâmer souvent de ce qui est arrivé. Pour éviter cela, en tant qu'entreprise, vous pouvez par exemple protéger les témoins en leur indiquant que leur témoignage peut rester anonyme. Cela pourrait d'ailleurs aider à amener un changement de culture, car le harcèlement au travail se nourrit de la culture du silence. Pour les quelques minutes qui nous restent ensemble, je voulais prendre le temps de dédier cette troisième partie aux victimes de harcèlement au travail. Je sais à quel point il peut être difficile d'être dans cette situation, d'autant plus que si on ne comprend pas ce qui se passe lorsqu'on subit un harcèlement moral ou psychologique, alors on ne peut pas se défendre. Le salarié a d'abord l'impression que c'est anormal, mais c'est difficile pour lui de mettre un mot dessus et de voir que c'est du harcèlement. Parfois même, ça sera l'entourage qui va voir les premiers signes de mal-être. Ces signes peuvent être multiples, ça peut passer par de la nausée, des mal de ventre, une perte de poids, un stress accru, etc. Et les choses peuvent s'aggraver jusqu'à des tentatives de suicide. Il faut savoir que plusieurs conséquences sur la santé persistent dans le temps, après que la situation de harcèlement moral ou psychologique ait cessé. Alors, mon seul conseil pour que la situation ne s'aggrave pas, c'est d'oser en parler. Ça peut être à votre responsable, au RH, aux dirigeants ou même à des amis ou de la famille. Le faire par étapes, en commençant par des personnes de confiance, peut aider et faciliter la prise de parole. Alors, oui, je sais, ce n'est pas facile. Et peut-être qu'en m'entendant, certains d'entre vous sont en train de lever les yeux au ciel ou de soupirer en se disant « mais comme si je ne savais pas qu'il fallait en parler ». C'est vrai que ça peut paraître bête du coup comme conseil, mais je vous assure que ça va aider la personne harcelée car elle ne se sentira plus isolée et elle ne va pas se mettre en position de vulnérabilité. Comme je vous le disais tout à l'heure, les victimes en fait elles sont conscientes de vivre une situation difficile mais ne l'associent pas nécessairement à du harcèlement. Un regard extérieur leur permet de mieux comprendre ce qu'elles vivent. En agissant tôt, on peut mettre la personne hors de danger au niveau psychique et physique. Alors après vient aussi se poser la question de la preuve. Je sais qu'on peut ne pas oser en parler car on peut se dire mais quelle preuve est-ce que tu veux que je donne ? Je vous dirai toutes les preuves que vous pouvez. Chaque fois que vous trouvez des choses bizarres, notez-le. Après coup, il peut être difficile de se souvenir de tous les détails, de tout ce qui s'est passé. Alors écrivez-le, que ce soit sur du papier ou sur votre téléphone. Notez ce qui a été dit, chaque geste, chaque parole, devant qui, à quelle heure, quel jour, etc. Vous pouvez aussi garder des traces de mails, de SMS, faire des captures d'écran des différents échanges et même demander des témoignages. Lorsqu'on est fatigué, qu'on est physiquement et psychiquement affaibli, on n'a pas toujours envie de penser à accumuler les preuves, d'autant plus qu'on ne sait pas toujours si ça va être pris au sérieux et si on va obtenir gain de cause. Mais sans preuve, on ne peut rien faire. On ne pourra pas agir en justice. Et sachez que c'est au fautif ou à l'employeur de prouver et d'expliquer pourquoi il n'y a pas eu harcèlement. Dans un monde idéal, toutes les personnes harcelées obtiendraient justice et se sentiraient comprises et soutenues par ses collègues et son employeur. Enfin, non, en réalité, dans un monde idéal, il n'y aurait pas de harcèlement. Mais quand il y en a un, et qu'on se retrouve face à une organisation peu compréhensive, la meilleure des choses qui reste à faire, c'est de sauver sa peau. En tant que consultante, c'est sûr que j'aimerais vous dire qu'il y a toujours des solutions. On va d'ailleurs aller en trouver une ensemble. Mais mon rôle, ce n'est pas de vous donner de faux espoirs ou des solutions à court terme. Mon rôle, c'est de vous accompagner au mieux et aussi de vous dire quand ce n'est pas possible. Alors même si vous aimez votre travail, parfois, face à des situations de harcèlement, le dernier recours, c'est de partir,
car il y a des cultures d'entreprise qui sont toxiques et c'est en aucun cas de votre faute. Partir, ça ne veut pas dire être faible, c'est juste prendre soin de soi, car rien ni personne ne peut justifier ce genre d'agissement. Mais malheureusement, trop souvent encore, la responsabilité de la preuve repose sur la victime. Alors d'après moi, faire de la prévention en entreprise sera toujours la meilleure solution pour que tout ne se repose pas que sur les épaules des victimes. Et puis, je vous assure, il n'y a que des avantages à travailler dans un environnement sécuritaire et respectueux. Voilà, c'est la fin de ce podcast. J'espère qu'il vous a plu et si c'est le cas, n'hésitez pas à en parler autour de vous, à le partager, mais aussi à laisser vos avis. Vous pouvez aussi m'adresser des suggestions de thèmes que vous souhaiteriez voir abordés dans le prochain podcast en m'écrivant sur LinkedIn ou à mon adresse mail camille@5s7rh.com. Et surtout, n'hésitez vraiment pas à m'écrire. Je fais évoluer ce contenu grâce à vos retours. Merci à tous, on se retrouve dans 2 semaines et n'oubliez pas, on est tous des acteurs de la prévention.